Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à cette émission de On s'en parle. En cette année électorale, il nous fait vraiment plaisir, il nous fait bon de recevoir d'anciens députés et de leur demander leur avis sur le prochain scrutin fédéral qui, tout le monde le sait, aura lieu le 21 octobre prochain. Alors, je reçois l'ex-député libéral provincial dans le comté de Rouyn-Noranda-Témiscamingue, M. Daniel Bernard. Monsieur Daniel, bonsoir. Allô, Rémi? Rémi, non, M. Gaby, ça va bien? C'est pas grave, parce qu'on vient de parler de notre ami Rémi Nailloux, c'est tout pardonné déjà. Merci, Gaby. J'aime ça, recevoir d'anciens députés, parce que c'est un... Vous avez été dedans, comme on dit. Vous avez vécu des campagnes électorales. Vous savez comment que ça se passe. Puis, votre opinion compte beaucoup parce que c'est quand même... vous savez de quoi vous parlez spécifiquement quand on parle d'une campagne électorale. Et ce n'est pas de tout repos, croyez-moi, et vous en êtes un témoin, j'en suis persuadé. Ah, j'en ai fait 3, puis chaque campagne électorale est différente. Et aussi une campagne électorale provinciale et une fédérale, c'est deux choses complètement différentes. Simplement penser à la dimension des comtés. Oui. Puis juste les gens, là, j'arrive de Val-d'Or, OK, parce que j'arrivais du travail, puis les candidats de Rouyn-Noranda sont ceux aussi à cause du découpage de MRC. Quand tu arrives au nord de Val-d'Or, ils sont là. Et même chose à l'inverse, quand tu arrives à Villebois, tu vois les pancartes de Val-d'Or. Alors, c'est vraiment exceptionnel. Tu vois ça, puis tu dis, voyons, est-ce que je suis à la bonne place? Mais tout ça pour démontrer le terrain que les candidats ont à couvrir éventuellement le futur député, c'est du travail. Parce que quand vous avez si bien dit, une campagne fédérale et une campagne provinciale, ce n'est pas pareil. Et on va prendre juste votre exemple. Vous étiez député libéral provincial dans le comté de Rouyn-Noranda-Témiscamingue. Et si on prend juste Marc Lemay du Bloc, Christine Moore du NPD, qui, eux autres, au fédéral, c'était Abitibi, Témiscamingue. C'est immense. C'est un très grand territoire, un très grand, beaucoup de municipalités. Et c'est pour ça aussi, d'ailleurs, que le travail du député, le jour qu'il est élu, entre le travail du député provincial et le travail du député fédéral est complètement différent aussi. Les enjeux sont pas les mêmes, on touche pas les mêmes dossiers et ça se reflète également dans les engagements électoraux de chacun des candidats et des plateformes. C'est pas les mêmes enjeux du tout. Une question que je n'avais pas du tout l'intention de vous poser parce que j'y pensais tout simplement pas, mais vu qu'on rouvre une porte, j'aimerais ça, moi, que vous me donniez votre opinion sur le député fédéral et le député provincial au point de vue salaire. Il y a une immense différence entre le fédéral qui, je n'ai pas les chiffres ici, mais qui le député fédéral, c'est 160 quelques mille dollars, si je me souviens bien, peut-être un peu plus, et le député provincial est en bas de 100 000. Est-ce que c'est normal? L'écart est tellement haut. D'abord, est-ce que ce n'est pas le fédéral qui est trop élevé ou c'est le provincial qui n'est pas assez élevé, mais il y a un écart terrible? Oui, mais c'est qu'il y a deux choses là-dedans. Nous, il y a quand même un écart au final. Oui. OK? Mais moi, j'avais le député provincial a un salaire et par la suite, il y a une allocation pour son hébergement à Québec et quelques autres allocations pour le déplacement. OK, qui sont à part en sus du salaire. Tandis que le député fédéral, son salaire inclut tout ça. OK? C'est une chose qu'on ne savait pas. OK, c'est pour ça que je suis content d'avoir posé cette question-là. C'est pour ça qu'il y a une partie, il n'y a pas les primes d'hébergement comme on avait autant, il y en a peut-être quelques-unes, mais c'est pas autant. Et c'est pour ça, par exemple, que le gouvernement provincial, il y a quelque temps, l'année dernière, ou l'autre avant, ils ont changé la rémunération des députés. La prime qui était donnée pour l'hébergement est devenue imposable. Avant, elle ne l'était pas. Pour se rapprocher un peu des similitudes. Alors, mais il y a quand même un écart. Il y a quand même un écart. Et globalement, je dirais que
ça a tout le temps été reconnu que le député provincial, le salaire était beaucoup inférieur par rapport à son travail et qui devrait être augmenté, mais là, c'est une question de sensibilité de la population, puis ça n'a jamais été fait. Monsieur Daniel, je pense que très difficile de prédire le résultat du 21 octobre prochain. Votre son de cloche à vous, est-ce que, sans aller dans les détails, mais est-ce qu'on se dirige vers un gouvernement minoritaire ou majoritaire? Moi, actuellement, puis il y a eu des nouveaux sondages aujourd'hui, là, que la journée de notre enregistrement, je verrais un gouvernement libéral minoritaire. C'est vers ça. Puis, dans les raisons simples qui peuvent expliquer ça, actuellement, les conservateurs et les libéraux dans les sondages sont nez à nez, mais les libéraux sont beaucoup plus populaires dans les deux provinces majeures, Ontario et Québec. Donc, leur donne un avantage sur ce volet-là par rapport aux provinces de l'Ouest où les conservateurs sont plus présents. Et aussi, de manière générale, les libéraux sont plus populaires dans les grands centres urbains que dans les régions rurales. Ce qui fait qu'ils couvrent plus de comtés et autres. Alors, si on se dirige vers un gouvernement minoritaire, ce qui, oui, justement, semblerait en venir là, ce serait une démotion terrible pour le gouvernement libéral, premièrement. Et deuxièmement, qui pourrait détenir la balance du pouvoir? Ça va être très difficile à dire au niveau de la balance du pouvoir. J'ai l'impression qu'à ce moment-ci, il pourrait en avoir deux partis qui pourraient jouer en alternance pour la balance du pouvoir. Par exemple, si on assume une dizaine de députés au niveau du Bloc québécois, ce qui est possible à peu près dans les sondages, on sera à peu près au même niveau que l'année dernière. Le NPD va perdre beaucoup, mais... Qui va prendre les votes du NPD? Je dirais qu'au national... on se les divise? Oui. Moi, je pense qu'au national, une grande partie vont aller chez les libéraux et les Verts. Et puis, les Verts, à pas oublier. Oui, au fédéral, vont être plus forts. Puis au Québec, je pense une grande partie devrait se séparer entre le Bloc et les libéraux. Puis comme ici, région, puis quand je vois un peu, si je prends l'exemple de notre région, puis je parle aux gens, c'est la tendance que je vois. Une partie des NPD va retourner au Bloc antérieurement et l'autre partie va suivre. Et les sondages le démontrent. Parce qu'il faut dire que cette émission-là est enregistrée le mardi 17 septembre. Donc, et le nouveau sondage vient juste de sortir aujourd'hui même. En région, d'où des bagarres qui vont avoir lieu dans les comtés entre ces principaux partis. En région, on sait que Mme Moore, Christine Moore, qui était députée NPD depuis quand même 2 termes, je crois. Exact. Et puis M. Saganache ne se représente pas. Lui, on le savait, ça fait 2 ans qu'il l'a dit. Il l'avait dit 2 semaines après son élection. Presque, oui, exactement. Il a dit que c'était son dernier terme. Mme Moore, je l'ai rencontrée, moi, au début de l'été. Sa décision n'était pas encore prise, malgré qu'on savait, peut-être qu'elle ne reviendra pas pour plusieurs raisons. Ça laisse un vide chez le NPD? Oui, je dirais qu'au Québec... quand on regarde la tendance, puis la région, je pense que ça en est un bel exemple là-dessus, le NPD va avoir de la difficulté à faire réélire leurs représentants, leurs candidats cette fois-ci, particulièrement à Val-d'Or et dans le nord du Québec, parce que M. Saganache a été très peu présent. Donc, les gens les dernières années, monsieur, même on lui reprochait ça. Énormément. Donc, ils partent, eux, vraiment en difficulté. Ici, Christine Moore avait fait un excellent travail. Et c'est son adjoint de l'époque, Alain Guimond, qui se représente. Alain est très connu, il est du Témiscamingue. Ça peut leur donner une chance d'aller un peu plus loin. Mais malgré tout, je crois que les libéraux, ici en région, sont en selle. Et en faisant une bonne campagne et avec une campagne nationale de M. Trudeau qui devrait être assez bonne, devrait leur donner une chance. C'est donc dire que vous oubliez un peu le Bloc avec M. Lemire, entre autres, qui est très, très, très connu, mais par son père, c'est sûr. Mais ça veut dire que vous écartez un peu le Bloc ici, chez nous? Je pense qu'au niveau, en 2e, 3e place, ça se jouerait entre le Bloc et le NPD dans le comté d'Abitibi, Témiscamingue. Et de l'autre côté, je pense que ça va jouer plus entre le Bloc et
les conservateurs et le NPD plus à la traîne. Les Verts vont faire quelques votes, mais pas significatifs. Non, mais si on prend dans l'ensemble du pays, on sait que les Verts ont deux députés au moment où l'on parle, Mme May, puis il y en a un autre là, qui est élu sur une partielle, il n'y a pas tellement longtemps. En Colombie-Britannique. Oui, c'est ça. Mais si on regarde l'ensemble du pays, est-ce qu'on peut prédire, je dis bien prédire, que les Verts pourraient, et j'appuie sur le mot pourraient, aller chercher une dizaine de sièges? Est-ce que c'est une chose possible? Ils vont aller chercher des votes, beaucoup. Oui. Mais par contre, des sièges, c'est pas pareil. Non, je pense pas. Mais d'après moi, ils vont faire des gains, particulièrement en Colombie-Britannique et peut-être dans la région de Toronto. Ils vont faire des gains. Puis quand on regarde aussi la dernière élection provinciale, celle qui a eu lieu à l'île du Prince-Édouard, les Verts ont fait très bien. Très bien. Oui. Est-ce que ça peut avoir une incidence au niveau aussi fédéral? Ça va être à suivre. Mais les Verts, beaucoup des gens du NPD vont probablement aller vers les Verts, particulièrement du côté de la Colombie-Britannique, avec tout ce qui s'est passé, Mme Wilson-Raybould et autres, et risque peut-être d'avoir des libéraux qui vont perdre des votes du côté des partis verts. Du côté de l'Ouest canadien, Alberta, Manitoba, Saskatchewan, ils feront pas de gain là. Non, absolument pas. Mais tous les votes, tous les sièges vont être comptés à la prochaine campagne. Une chose que l'on n'entend plus parler, qu'on a tellement entendu parler l'hiver passé, c'est l'affaire Trudeau, SNC-Lavalin, Mme Philpott, Mme Raybould, qui était au cœur de ce litige. Ils ont démissionné, oui, ils sont en allés comme indépendantes, tous les deux se représentent comme indépendantes. Ça, moi, est-ce qu'il se pourrait que ces deux personnes-là, qui étaient quand même de grosses chaussures au gouvernement libéral, est-ce que ça se pourrait que ces deux personnes-là ne soient plus au Parlement? Oui. Moi, c'est très difficile en termes d'indépendants, comme candidat indépendant, de se faire élire au gouvernement. Parce que la majorité, il faut pas oublier qu'au départ, quand ces personnes-là avaient été élues, ils avaient été élus à l'intérieur d'un parti, qui était le Parti libéral, puis un véhicule. Oui. Et la plupart des gens, avant toute chose, vont demeurer libérales. Et ils vont aller vers le candidat libéral, même si l'autre a fait un bon travail, leurs valeurs sont là. C'est malheureux, surtout Mme Philpott, qui était quand même une excellente. Puis même, Mme Wilson-Raybould est-elle assez forte dans son comté pour passer au travail? Ça va être difficile. Ça va être difficile. D'autant plus que Mme Wilson-Raybould, elle espère un gouvernement libéral minoritaire. Donc, elle dit aux gens, moi, c'est ça que je veux. C'est qu'en même temps, disant ce message-là, elle vient un peu se nuire pour sa propre campagne. Elle vient se tirer dans le pied un peu, là, comme on dit. Le Bloc. J'aimerais qu'on parle du Bloc. Le Bloc avec son nouveau chef, là, quand même, Yves-François Blanchet. Le Bloc, est-ce que ce parti-là pourrait, je dis bien pourrait, parce que pour être reconnu comme parti officiel, ça prend 12 sièges. Est-ce qu'il va dépasser les 12 sièges? Il y en avait eu... il était 10. Est-ce que vous voyez le Bloc dans entre 15 et 18 sièges, ou c'est, d'après vous, pas plus que 10? Pas plus que 10. Parce que... Même avec ce que M. Blanchette, qui semble être très populaire. M. Blanchette est très bon. OK. Puis, honnêtement, ça fait un bout de temps que je considère que le Bloc québécois n'a pas eu un chef aussi bien articulé, aussi bien songé. Puis, il va faire une bonne campagne. Toutefois, revenons aux résultats de l'élection provinciale qui a eu lieu il y a un an. Où que le Parti québécois... La débâcle totale du Parti québécois. Exactement. Donc, ils ont perdu beaucoup à cet égard-là. Selon moi, puis quand je parle la plupart des gens, la souveraineté n'est plus un enjeu. Et la défense des intérêts des Québécois ne passe plus nécessairement par un seul véhicule unique, qui est le Bloc québécois. Quand je parle un peu aux jeunes, puis aux gens, c'est à peu près là qu'on est rendu. Les gens, ils ont d'autres enjeux plus importants que la souveraineté, que ce soit l'environnement. Oui, ça, aujourd'hui, là, c'est de l'heure, je veux dire. La souveraineté, aujourd'hui, là, c'est
comme mis de côté. Oui, bon. Ceux qui étaient souverainistes dans les années 80, bien, aujourd'hui, ces personnes-là sont rendues à 50 ans et plus. Ils ont d'autres préoccupations. Oui. Là. Ils ont d'autres choses à penser que quand il y avait 20 ans puis 22 ans. Et les nouvelles générations, quand on prend les gens en bas de 45 ans, ne sont plus dans cette mouvance-là. Le Québec fait partie d'une entité qui est le Canada, et en même temps, les frontières n'existent à peu près plus depuis l'Internet et autres. Oh, mais ceci étant dit, il va y avoir des courses serrées, c'est clair. Dans la région de Québec, ça risque de jouer beaucoup entre conservateurs et blocs. Dans les autres régions, ça risque d'être libéraux et blocs. Le NPD conservateur plus en troisième. Parce que là, on est loin là, du règne Martine Ouellette. Là. On n'est plus là. Puis c'est aussi quand Yves-François Blanchet est arrivé à la tête du Bloc, première affaire qu'il a dit, la souveraineté, elle ne passe pas par Ottawa, elle passe par Québec. Exact. Premièrement. Et deuxièmement, nous autres, quand on sera élus, à Ottawa, on s'en va défendre les intérêts du Québec, point à la ligne. Tout de suite, là, on a vu une recrudescence quand même assez forte du Bloc à ce moment-là. Ouais. Mais puis, on est au début de campagne au moment qu'on se parle. Déjà, par exemple, quand on regarde les sondages, à ce moment-ci, pour le Québec, les libéraux ont déjà plus de 40%. Oui. Et dans des régions où c'est serré, ils vont ramasser l'île de Montréal. On va voir l'évolution de la campagne. On a quand même 40 jours. On est au début, la première semaine. Oui. Et il y a beaucoup de personnes encore que leur choix n'est pas arrêté au Québec. Quand on regarde, ils disaient que les conservateurs, ceux qui veulent voter conservateurs, c'est réglé. Ils vont voter, leur vote ne changera pas. Tandis que du côté des autres partis, il y a encore des possibilités de mouvance. Ils disent seulement une quarantaine de pourcents des gens qui disent qu'ils vont voter libéral, que leur choix est arrêté. Donc, on va voir encore des changements qui devraient se refléter avec les débats des chefs au cours des dernières semaines. Le NPD, vraiment, le NPD n'a plus la cote au Québec du tout. Et au Canada. Et au Canada, mais c'est pas que si on veut, on va rester, mettons ici, là, au Québec. Et on se demande si ce parti-là n'est vraiment pas à son déclin au Québec. M. Singh, il a beau faire, là, il est ici, là, on est le 17 septembre, puis il est au Québec depuis 3, 4, 5 jours, puis il se tient au Québec, mais il n'a vraiment pas la cote. Est-ce que ce parti-là, au Québec, pourrait faire élire plus que là, je vais me faire tirer quelques tomates, mais est-ce que ce parti-là, au Québec, peut faire élire plus que 2 députés? Je pense que ça va être en bas de 5 et probablement autour de 2-3, ça va être sur l'île de Montréal. Il y a Mme Rousseau qui va probablement se faire réélire. Et puis, M. Boulris. M. Boulris, le bras droit de M. Singh au Québec. Et après ça, je pense qu'on n'en voit pas. Mais là-dessus, Gabi, il faut revenir historiquement. Le NPD, avant l'élection avec Jack Layton, était pas présent au Québec. On est revenu au niveau historique tout simplement du parti. Puis si on se rappelle, à ce moment-là, il y avait eu une volonté de changement de la part des Québécois. Et il avait trouvé une personne sympathique parce que c'était un chef immensément populaire. Et il y avait, puis la volonté du débat souverainiste puis du Bloc était plus là. Donc, le vote était allé, s'était transféré au NPD. Par la suite, après le décès de M. Layton, les la mouvance et l'affection des gens s'est en allé vers M. Trudeau au Québec, qui avait quand même récolté 40 sièges. Oui, et le NPD déjà commençait à décliner. Et dans le contexte actuel, comme tu l'as dit, M. Jagmeet Singh, il a de la difficulté à percer dans les populations. Et en même temps, je lisais des articles, c'est la même chose, même au niveau canadien. Il y a, dans les milieux ruraux, c'est difficile. Donc, à ce moment-là, M. Scheer a de la difficulté aussi. Et c'est pour ça que les libéraux sont populaires. Et le NPD, il va avoir une grosse remise en question à faire
après cette élection-là pour se repositionner puis savoir parce que cette remise en question-là, il aurait dû la faire, en tout cas selon moi, lorsque monsieur le bon vieux Jack, là qu'on appelait, est décédé, on a demandé à monsieur Mulcair de prendre les rênes. Ça allait bien. Puis tout d'un coup, on lui a carrément signifié de s'en aller. En tout cas, d'après moi, à partir de ce moment-là, que l'on a vraiment vu que le NPD n'avait à peu près plus sa place. Ouais. Et c'est dommage pourtant, mais tu as raison là-dessus. Encore une fois, le vote du NPD, ils sont rentrés dans... ils ont vu une élection comme une tendance future, mais c'était pas le cas. Jack Layton était là, les gens votaient pour Jack Layton. Et alors, quand Tom les gens votaient pour le bon vieux Jack, comme on dit. Et quand Tom a fait l'élection subséquente, puis que là, ils ont perdu des votes, il a pris le blâme de ça. Mais quand on voit ce qui se passe actuellement, c'était tout simplement une tendance vers là-bas. Okay. Il y a une chose que j'avais, mon invité la semaine passée, à qui j'ai posé la question, qui est analyste politique aussi. Je vais juste vous lire un petit paragraphe ici, puis c'est vraiment drôle et pas drôle. OK? OK. Bon. Quand on dit que les libéraux, on regarde certains chiffres, puis on peut se poser des questions. OK? Lequel des chefs ferait un meilleur premier ministre? Trudeau, 26 %, Scheer, 19 %. Les libéraux méritent-ils un deuxième mandat? Non, 48 %, oui, 31 %. Dressez-vous un bilan positif ou négatif des 4 années du gouvernement Trudeau? Négatif à 46 %. Est-ce que le Parti conservateur est prêt à former le gouvernement? Non, à 45 %. Et des libéraux mènent à peu près partout. Ouais. Mais tu vois, quand on pose des sondages aux gens, pendant la durée de mandat ou la fin de mandat, chaque personne ou chaque individu va avoir une raison pour critiquer le gouvernement. Que ce soit sur l'environnement, les agriculteurs vont en avoir. Et à ce moment-là, ça donne des chiffres, comme tu vois là, les gens sont mécontents. Mais quand il arrive la période du scrutin, à ce moment-là, que là, tu dis, OK, je suis pas content de ça, mais est-ce assez pour faire changer ton vote quand après ça, tu compares aux autres? Et le chiffre important à ce moment-là, et c'est là que les gens disent, on veut pas non plus des conservateurs. Voilà, exactement, c'est ça. Alors, tu dis, OK, je suis pas content, c'est ça. Il te reste qui? Et on va être vraiment l'élection qui s'en vient, ça va pas être le choix nécessairement du meilleur, ça va être le choix du moins pire. Et voilà. C'est vraiment bien dit, monsieur Bernard. On va passer un peu, là, on va faire du coq à l'âne un peu, si vous me permettez. Loi 21, le provincial et le fédéral ne doit pas s'en mêler. Qu'est-ce que vous en pensez? Moi, je pense que le fédéral ne doit pas lui-même faire une contestation. Advenant que ça se ramasse, que le projet, parce qu'il y a de la contestation au Québec, et actuellement, et si jamais cette contestation-là se rend jusqu'à la Cour suprême, le fédéral, à ce moment-là, il va peut-être s'en mêler. Mais à ce moment-ci, c'est pas lui à initier des contestations du projet de loi 21. Et je doute qu'ils vont le faire. Parce que là, c'est un boulet au pied du gouvernement, au pied de M. Trudeau actuellement, parce qu'il ne sait pas, on verra, peut-être que oui, on va peut-être la contester, mais là c'est vague, c'est une affaire. Oui, puis ce matin, j'écoutais justement Mme Lebel, qui est la ministre de la Justice, aussi des Relations interprovinciales. Ils ont fait des annonces ce matin, leur demande en fait auprès des gouvernements, et elle-même a dit, bon, le projet de loi 21, on verra ce qui va arriver. Puis, elle est allée un peu, qu'est-ce que je viens de dire? Elle est allée un peu dans cette dynamique-là. Il espère que non, il ne contestera pas, mais elle dit, si jamais ça va en Cour suprême, quel rôle? Parce que le Québec s'est positionné contre le fédéral sur le dossier de la taxe de carbone qui est fédérale. Oui. Donc, Québec peut pas d'un bord dire, faites pas ça, puis quand eux font quelque chose de similaire à l'opposé. Gazoduc qui traverserait le Québec et en particulier aussi l'Abitibi-Témiscamingue. Êtes-vous en faveur de ça? Oui. Puis, je vais vous dire, là, les gens qui écoutent, je fais une émission de radio, OK? Et il y a beaucoup de gens en bas de 35 ans qui savent même pas qu'il y a déjà un gazoduc présent en région.
qui part de Rouyn-Noranda, qui s'en va le long de la 117 vers Val-d'Or. OK, on passe en dessous des lacs des rivières. Donc, la sécurité des gazoducs n'est pas un problème. L'enjeu pour plusieurs sur ce projet-là, c'est la source du gaz naturel qui circule dedans. Parce que ça vient de l'Ouest, que c'est des gaz de schiste et autres. Mais moi, actuellement, dans une perspective globale, canadienne et planétaire, je suis d'accord pour le gazoduc. Il faut, dans une perspective canadienne, il faut donner la chance à tous les Canadiens et les gens des autres provinces de pouvoir développer leurs ressources comme nous, on le fait au Québec. Parce que là, il y a ils sont venus là, mener des millions d'argent sur la table pour les villes. 14 millions par année. 14 millions par année. C'est pas acheté un peu, les gens? Comme je dis aux gens, les retombées économiques de cette nature-là qui sont données vont toujours faire partie de l'acceptabilité sociale. C'est un des volets de l'acceptabilité sociale. L'environnement n'est un, les retombées économiques n'est un, et lui, il est là, ça en fait partie. Il y en a qui aiment pas ça, mais ça fait partie. À l'opposé, s'il donnerait rien, ben là, les gens diraient, ben là, ça nous donne rien. Alors, ça fait partie de l'acceptabilité. L'autre point qui est important, moi, j'aimerais faire un sondage en région. OK? On entend beaucoup les opposants, on leur donne un poids médiatique, beaucoup. Il n'était qu'une centaine de personnes à Rouyn-Noranda en fin de semaine dernière. Si vous faites un sondage en région, je suis convaincu que majoritairement, les gens vont appuyer le gazoduc. Le voyage de la jeune militante, là, Greta Thunberg, qui est partie de la Suède, qui s'est envenue à New York, en voilier, sous prétexte de donner l'exemple pour l'économie, de ne pas polluer, etc. Moi, j'aimerais avoir votre opinion là-dessus. Moi, je trouve ça, j'admire qu'est-ce qu'elle fait. De où qu'elle est partie. Puis d'avoir suscité je dirais même cet engouement-là par rapport aux environnementalistes et tout le volet, je trouve ça très bien et c'est plaisant et c'est rafraîchissant d'avoir ça. Toutefois, dans le débat que je prends globalement, on peut pas retourner traverser l'océan en bateau à voile. OK? Et c'est là que dans le discours de plusieurs environnementalistes, à un moment donné, j'ai dit, attends un peu, on est là, il faut faire des choses. Comme le gazoduc, je dis oui, mais il faut faire des choses correctement. Greta fait quelque chose de très bien, mais il faut aussi rentrer dans du réalisme et non de l'utopique. Si elle a voulu sensibiliser la masse mondiale, elle a réussi. Oui. C'est ça. Mais par contre, là, il se rattache beaucoup de choses à ça, comme, elle va surprendre l'avion pour se retourner ensuite. Ben, c'est pour ça, on peut pas changer nos modes de transport. Mais c'est ça, mais remarquez bien que je ne suis pas contre ce qu'elle a fait. Ah, non, c'est vraiment une belle marque, c'est vraiment quelque chose d'extraordinaire qu'elle a fait, mais je vais arrêter là. Mais en même temps, quand on est du côté des environnementalistes, c'est bien. OK, oui. Qu'est-ce qui s'est passé là? Il y avait une figure, mais ils ne pourront pas continuer éternellement à avoir une jeune fille de 14 ans. Ben non, c'est sûr. Voilà. Très vitement, candidature de Stephen Guilbeault pour le Parti libéral dans Laurier-Sainte-Marie. On est resté tous un peu surpris. Ben moi, je suis content qu'il ait fait le saut. OK? Puis il l'a expliqué très bien. On a besoin... cette personne-là est prête à mettre sa crédibilité et j'admire qu'il ait fait le saut. Oui ou non? Très vite, Gaétan Barrette doit-il se présenter à la chefferie du Parti libéral? Bon, oui ou non? Non, s'ils veulent l'éliminer, c'est la manière. Merci beaucoup, monsieur Bernard. Merci. C'était très intéressant. Je vous remercie infiniment. Alors, mesdames et messieurs, merci d'avoir été là. On a rendez-vous une prochaine émission de On s'en parle. Au revoir et bonne semaine.